Bonjour à tous, bienvenue dans le studio des experts. Alors une fois encore et pendant 1 heure, nous allons passer l'actualité de la semaine en revue. On va parler de pompiers, de mobilité, d'institutionnels entre autres et tout ça avec 2 invités politiques et 4 experts. Contrairement à son homonyme, il ne fait pas de politique mais il en vit. Nicolas Dedecker, journaliste au vif. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques, c'est interpellant. Contrairement à son homonyme, il est un exhausteur de bon goût. Marcel Sell, auteur et chroniqueur. Bonjour. Bonjour. Je ne connais pas ses homonymes, mais en tout cas les journalistes spécialisés sur Bruxelles au soir. Bonjour Vanessa Lhuillier. Bonjour. Et pas d'homonyme connu non plus pour notre expert de la communication. Bonjour Christophe Ginisti. Bonjour Jean-Jacques. Alors on commence par les sapeurs-pompiers mis dans la lumière depuis la publication d'un rapport de la Cour des comptes que l'on a qualifié d'incendiaire. Les auditions se succèdent en direct tous les mardis matins sur BX1. Cette semaine, c'était au tour des administratifs à être sur le grill et ils en ont surpris plus d'un. Vous nous devez respect, considération, bienveillance et collaboration. Vous devez faciliter et alléger le fonctionnement opérationnel. Ça, c'est ce que nous avons tous reçu un jour sur notre table. Chantal Jordan vide son sac devant les députés. L'ancienne directrice du SIAMU raconte son bras de fer avec le personnel, comme lors de cette manifestation où son effigie est incendiée en rue. Aujourd'hui, elle dénonce les pratiques internes auxquelles elle affirme s'être opposée. Un véhicule de service s'est retrouvé dans la région de Louvain pour servir de véhicule à l'épouse de l'officier chef de service de l'époque. Camion prêté puis cédé à prix réduit, repas achetés avec l'argent du SIAMU pour être revendus et même l'achat d'un coffre-fort. Les exemples s'empilent. Les opérationnels, les officiers qui étaient chargés des marchés publics faisaient ce qu'ils voulaient en fait simplement et acceptaient que personne mette son nez dans leurs affaires. Le SIAMU, c'est des pompiers, ils sauvent la vie des Bruxellois. Ce sont des gens formidables et on leur dit merci. Tous les Bruxellois leur disent merci. Ça ne les empêche pas d'être légaux, de ne pas faire d'irrégularité et de ne pas avoir d'enrichissement personnel. Vu la gravité des accusations, certains demandent pourquoi la justice n'a pas été saisie plus vite du dossier. Je ne pense pas que ce soit ça la réponse. Pour mémoire, on a poursuivi un agent qui avait vendu des équipements sur eBay. Il a été condamné après 8 ans. Pensez bien qu'avoir une condamnation symbolique, ça devient symbolique 8 ans après les faits, ça ne présente aucun intérêt. Les anciens directeurs généraux pointent aussi le politique, les secrétaires d'État Doulkeridis et l'actuelle Cécile Jodogne pour leur refus de les laisser exercer un véritable contrôle de leur administration. Alors Nicolas Dedecker, après l'affaire du SAMU social, on parle maintenant de l'affaire du SIAMU. Alors c'est vrai que ça nous permet déjà de faire beaucoup de jeux de mots, vous en avez fait un en liminaire. Ce que je trouve intéressant dans la phase de cette affaire qui se termine ici cette semaine, c'est qu'on arrive à une phase de politisation plus forte. Je pense que c'est avant-hier, au vœu du maire bruxellois, Didier Reynders lui-même a directement incriminé la secrétaire d'État Cécile Jodogne. Jusqu'à présent, même si on sait que c'était plutôt Vincent De Wolf qui avait porté ça médiatiquement et politiquement, on était plutôt dans une réflexion de type administratif et de gestion, c'est-à-dire comment est-il possible que dans une organisation, une entreprise, en l'occurrence publique, de tels méfaits soient commis. Et ici, je trouve que j'ai l'impression que ça décolle un peu, et les dernières secondes du reportage qu'on a montré me semblent incliner vers mon hypothèse. Marcel Sell. Non, moi je suis fasciné parce que quand on voit, enfin ce dont on parle ici, notamment la vente de matériel sur eBay, et qu'on voit que ceux qui le font sont malgré tout soutenus par la base, par les autres pompiers, peut-être parce qu'il y a une loi du silence, peut-être pas, ça j'en sais rien, mais on se dit quand même que pour l'image du service et pour l'image des pompiers, c'est catastrophique, et que juste un petit rappel, quand on est dans une administration a fortiori qui sauve des vies et qu'on voit quelqu'un qui a un comportement incorrect, ne pas le soutenir plutôt que de se taire et de... voilà. C'est la seule réflexion que j'ai aussi. Vanessa Lhuillier. C'est vrai qu'historiquement, le dossier des pompiers a toujours été un dossier très très problématique. D'avoir fait ces 2 directions administratives et opérationnelles, ça a toujours créé des soucis. On l'a vu, et chaque secrétaire d'État, que ce soit avant Christos Doulkeridis ou aujourd'hui Cécile Jodogne, n'a jamais réussi en fait à éteindre l'incendie, sans mauvais jeu de mots par rapport à ça. Et on voit aujourd'hui qu'à un moment donné, quand on commence justement à fouiller un petit peu plus, eh bien ça part dans tous les sens et on a vraiment à ce moment-là quelque chose de très 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 explosif.
Et vous, Christophe Ginisti? L'accumulation de ces affaires, vous citiez le SAMU social, le SIAMU maintenant, eh bien, crée une rémanence dans l'opinion. C'est-à-dire, en fait, on a l'impression que c'est quelque chose de permanent et que ces histoires de mauvaise gestion, de mauvaise gouvernance, eh bien, finalement, sont un petit peu généralisées. Le fait qu'un événement arrive après un autre crée dans l'opinion le sentiment que, de toute manière, c'est vrai partout. Et ça, c'est très dangereux, parce que, et notamment le politique devrait s'y attacher vraiment fermement, parce que ça crée un sentiment de tous pourris qui fait le lit des populismes. Nicolas Dedecker. L'effet de rémanence dans la rémanence, qui est aussi commun avec le SAMU social, c'est qu'ici aussi, on entend les gens dire « mais ce qu'on fait au quotidien est formidable ». Je pense que c'est Julie de Groot qui l'a dit, à mon sens, c'est justement, ce n'est pas parce qu'on fait des choses formidables au quotidien qu'on est exonéré pour autant de respecter la légalité, et même ou simplement l'éthique. Raison de plus. Raison de plus peut-être même. Messieurs, madame, on va voir ce qu'en pensent nos deux invités politiques, dont un ancien secrétaire d'État, justement, au SIAMU. On en parlera avec lui. Nos invités. Alors, Benoît Serex, chef de groupe CDH au Parlement bruxellois, bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre et ancien secrétaire d'État chargé des sapeurs-pompiers, c'est pas récent. Il l'a quand même été, il nous en parlera. Emmanuel Debock, chef de groupe Défi au Parlement bruxellois et chef de file Défi au Conseil communal d'Uccle. Alors, Benoît Serex, on va commencer tout de suite avec vous, avec toute la connaissance que vous avez de ce dossier-là. Vous, ça vous a surpris d'entendre tout cela en commission mardi, ces accusations contre les pompiers? Oui, c'est vrai que ça n'a jamais, depuis la création de la région bruxelloise d'ailleurs, été une gestion facile, le SIAMU, depuis 1989. Mais je pense qu'il y a des dérives extrêmement importantes, même des faits qui sont aujourd'hui répréhensibles au niveau pénal, soyons clairs, qui se sont développés au fil du temps et que malheureusement, certains ont sans doute trop laissé faire. Certains ont laissé trop. Mais je pense qu'il était important qu'on puisse continuer à bien équilibrer la relation au sein du SIAMU, à savoir qu'il y ait une direction administrative qui puisse être le contrepoids des opérationnels. Les opérationnels, depuis toujours, depuis l'existence du SIAMU à Bruxelles, ils demandent d'avoir les pleins pouvoirs. Aujourd'hui, avec la réforme, on va vers cette tendance-là où on donne les pleins pouvoirs aux opérationnels. Et ça, malheureusement, je pense que c'est une erreur parce que ces dérives, on en entendait parler. Aujourd'hui, ce qu'on a entendu en commission est quand même... on est abasourdi. Et quand on lit le rapport de la Cour des comptes, c'est exactement la même chose. Enfin, vous avez vous-même rappelé un certain nombre de faits dans votre reportage. Et donc, il est nécessaire d'abord de remettre de l'ordre de manière intégrale dans cette institution. C'est totalement inacceptable que ceux qui ont commis ces faits soient éventuellement poursuivis. Et d'autre part, je pense que cet équilibre entre une gestion administrative qui peut contrôler ce que font les opérationnels, notamment au niveau des marchés publics, et les opérationnels qui, eux, sont sur le terrain, qui vont au feu, je pense que cet équilibre devrait être restauré. Alors Emmanuel Debock, la secrétaire d'État Jodogne, n'a pas voulu épiloguer sur ce qui a été dit en commission. Elle a dit « je voudrais qu'on entende tout le monde avant de réagir ». Mais il y a une mise en cause de son futur plan au SIAMU. On entend là dans la voix du membre de la majorité Benoît Serex, mais de la part de l'opposition aussi. Alors comment défendez-vous ce futur plan ? Mais d'abord, c'est un plan qui a été voté à la majorité. Donc non seulement à l'unanimité. Attendez, non seulement le CDH, Défi, le PS, mais aussi le MR. Donc c'est assez étonnant de voir que certains maintenant essaient de revenir en arrière, parce qu'en l'occurrence, la réforme de Mme Jodogne, elle permet surtout de répondre à une partie assez importante des recommandations de la Cour des comptes. Mme Jodogne, elle n'avait pas attendu le rapport de la Cour des comptes pour prendre la mesure des problèmes qui existaient, et M. Serex l'a rappelé, depuis pas 5 ans, depuis 10, 15 ans. Il y avait, je vous le rappelle, chaque 6 mois, des grèves dans Bruxelles où les bâtiments des cabinets ministériels étaient arrosés parce qu'il y avait des conflits ouverts entre les ministres de tutelle et les officiers. Il n'y en a pas eu depuis 2014. Mais ça, c'est parce qu'on s'opposait. Il n'y en a pas eu devant le C'est parce qu'on s'opposait à ce qu'il demandait. Et donc, moi, j'ai connu ça. Et donc, mais ça veut dire que c'est parce qu'elle ne s'oppose pas à ce que les pompiers demandent que...
qu'il n'y a pas de manifestation devant le cabinet. C'est pas ça. Et donc, le rapport de la Cour des comptes, il porte sur quoi? Il ne porte pas sur la gestion de Mme Jodone, il porte sur les 5 dernières années, celle de M. Doulkeridis, et M. Serex c'était dans le gouvernement avec M. Doulkeridis, et donc je pense qu'il faut pouvoir aussi le rappeler, qu'il y avait des gros problèmes, et que c'est important de pouvoir effectivement dire, c'est pas la faute de Mme Jodone en tant que telle, et c'est pas la faute de M. Doulkeridis en tant que tel non plus, je pense qu'il y a eu des dérives, comme dans toute administration, et que c'est aux politiques à un moment donné à reprendre la main, à transmettre au parquet, à réformer et à finalement chasser les personnes qui ont, s'il y a eu des prises illégales d'intérêt, à faire en sorte que ces personnes soient punies et qu'elles soient poursuivies. Benoît Serex, tout le monde est dans le même bateau? Non, ça je ne pense pas, parce qu'on est ici dans le cadre d'un para-régional de type A. Alors ça, vos téléspectateurs ne comprennent pas ce que c'est, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de conseil d'administration qui gère cette institution, c'est directement sous la tutelle de la ministre. Et quand moi j'ai été confronté à un certain nombre de problèmes à l'époque, j'ai refusé la délégation de signature, j'ai repris la délégation de signature, et donc je signais tous les marchés publics. Ce qu'elle vient de faire. Au sein de mon cabinet, je signais tout. J'avais une personne à temps plein qui s'occupait de vérifier la légalité des marchés publics. C'était tout à fait exact. Et il faut rappeler d'ailleurs que depuis 2004, il y avait un arrêté de délégation. Et c'est là que c'est important, parce que moi je ne voudrais pas non plus donner raison sans avoir écouté l'opérationnel à ce qui a été dit mardi par les administratifs. C'est qu'on a eu 2 personnes qui représentaient la direction administrative, qui se sont contredites sur la délégation qu'ils avaient au niveau politique. Certains estimaient ne pas avoir de délégation, et d'autres, au contraire, en avaient une. Et donc, n'envoyaient pas les documents au cabinet, et ne faisaient pas signer, effectivement, n'informaient pas le cabinet des marchés qu'ils passaient. Et c'est ça qui est important. Certains avaient une délégation jusqu'à 25 000 euros, d'autres jusqu'à 100 000 euros, et ils se sont contredits. Mme Merken et Monsieur Merken et Mme Jordan se sont totalement contredits, ce qui prouve bien que l'administratif aussi a sa part de responsabilité dans la crise que l'on vit. En tout cas, on sent que cette affaire n'est pas claire. Est-ce que ça ne mériterait pas une commission d'enquête, Emmanuel Debock? Mais je pense que les commissions d'enquête, elles ont montré toute la limite avec le SAMU social. On n'a toujours pas le moindre rapport sur l'ensemble des travaux que l'on a vécus. Moi, je pense qu'une commission spéciale, comme on le fait. Je rappelle quand même que le rapport de la Cour des comptes, il a été transmis officiellement, rapport final, le 11 décembre, et le 22, même pas 10 jours plus tard, après avoir pris un avis juridique, la secrétaire d'État a transmis tout le dossier au parquet. Elle n'a pas tardé. Elle a fait sa réforme, et sa réforme, elle a été commencée en décembre 2014, elle a été votée en 2015. Ça a mis 2 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Conseil d'État a demandé qu'il y ait un accord de coopération avant d'avoir l'implémentation de la réforme. Il fallait avoir l'accord du fédéral. Petit passage, le fédéral a demandé des quotas linguistiques et voulait saboter la réforme, alors que dans toutes les autres zones, ce sont les opérationnels qui dirigent les zones de secours. Donc pourquoi est-ce qu'à Bruxelles, il ne faudrait pas faire ce qui existe dans les autres zones? Est-ce que vous imaginez une zone de police avec un administratif comme chef de zone plutôt qu'un policier qui connaît justement l'opérationnel sur le terrain? Donc il faut aussi rendre à César ce qu'il y a à César. Madame Jodone, elle a travaillé dans l'ombre, elle n'a pas fait de vagues, elle n'a pas commencé à faire la chasse aux sorcières, et il y avait beaucoup de problèmes au SAMU, et elle a essayé de faire les choses correctement. Mais c'est vrai que c'est un vrai sac de nœuds, et c'est vrai que ce à quoi on assiste est aussi l'objet de petits jeux politiques. Je ne parle pas de M. Serex, mais certains, évidemment, se sont retrouvés et ont essayé d'instrumentaliser le rapport de la Cour des comptes. Benoît Serex ? Je pense qu'on doit maintenant écouter d'abord, j'ai envie de dire, la parole est à la défense, d'écouter les opérationnels la semaine prochaine, et puis de voir si on continue à être confronté à une telle ampleur de problèmes au sein du CMU, de voir quelles sont les orientations que doit prendre le Parlement. Je dirais qu'on l'a fait pour les tunnels. Quand on voit la manière dont ça fonctionne aujourd'hui au CMU, ça mériterait sans doute une commission spéciale. Et c'est peut-être, après la semaine prochaine, c'est peut-être ce vers quoi on pourrait aller. L'expérience, je parle sous le contrôle de Nicolas de Decker qui connaît bien ces commissions et notamment Publifin, c'est que souvent on demande assez rapidement une commission d'enquête et en général la majorité ne le veut pas et finalement au bout du compte on se retrouve avec une commission spéciale ou une commission d'enquête. C'est passé de mode. Ce qui est intéressant dans la séquence ici, c'est qu'en effet ça vient d'une première analyse du service en question. C'est-à-dire que la commission, par exemple, Publifin, n'est pas consécutive à un avis de la région wallonne ou de la tutelle. C'est ici le contraire, et ce qui rend la chose, somme toute, aussi un peu absurde, puisque le constat est déjà posé. Alors ici, les parlementaires, que font-ils? Est-ce qu'ils reviennent sur un constat déjà posé, ou est-ce qu'ils vérifient si le constatateur était le bon constatateur? Et je trouve qu'il y a une petite ambiguïté là-dedans. Mais
mais ce n'est pas leur faute non plus. Très bien. Je propose, parce qu'on touche quand même le sujet suivant, qui est ce sujet de est-ce qu'il y a une majorité, est-ce qu'il n'y a pas de majorité aujourd'hui au gouvernement, comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, il y en a un qui a un avis bien clair, mais lui, il est dans l'opposition, c'est Vincent De Wolf. Pour lui, c'est clair, il est venu le dire dans le courant de la semaine, il n'y a pas de majorité et il n'y a pas de gouvernement. En l'été, le CDH a tiré la prise et que la question de confiance a été posée et qu'il y a eu un vote de confiance je l'avais qualifié comme ça, et je le maintiens, il n'y a plus véritablement de gouvernement. Il y a un gouvernement qui danse sur une jambe, puis sur l'autre, et qui, en fonction des sujets, essaye d'avoir une majorité pour se faire soutenir. Mais ce n'est pas sérieux, Écolo qui dépose un texte très symbolique sur le décumul, et que ce n'est pas dans la déclaration gouvernementale, et que Défi et les socialistes co-signent finalement ce texte, et que le CDH ne le fait pas. C'est à nouveau une majorité alternative qui s'installe. Quand sur les allocations familiales, on voit qu'il n'y a pas d'accord au niveau du gouvernement. Quand on voit qu'au niveau des taxis, il n'y a pas d'accord. Quand on voit que M. Smet sort sur une zone 30 et qu'il se fait tacler par le gouvernement suivant, expliquez-moi, il n'y a plus de majorité, plus de gouvernement. Alors Emmanuel Debock, est-ce qu'il y a une majorité qui s'entend bien depuis le mois de juin, par exemple? Alors, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile depuis le mois de juin, mais moi, ça ne me gêne pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis un parlementaire et j'ai toujours conçu mon rôle autrement que celui d'être un presse-bouton qui devait avaliser tel quel les projets du gouvernement. On a eu avec M. Serex beaucoup de commissions, que ce soit par exemple en développement territorial, où la majorité parlementaire est venue amender des textes du gouvernement. Et je trouve que c'est sain. C'est sain que l'opposition aussi. C'est pas parce qu'on est dans la majorité qu'on a raison, c'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on a tort. Il faut arriver à dépasser à un moment donné cette pure logique et cette dialectique. Et donc moi j'appelle effectivement de temps en temps aussi à avoir des débats parlementaires comme celui-là, et je pense que sur la bonne gouvernance, sur le décumul, ça doit transcender un problème de majorité-opposition. C'est sûr que la majorité elle a son avis, c'est sûr qu'il y avait un accord de majorité en 2014, c'est vrai que certains ont essayé de le mettre à mal et l'ont dénoncé il y a 6 mois, et donc effectivement, avoir une majorité peut-être plus large pour certains sujets, pourquoi pas, ce n'est pas pour autant qu'il faut toujours voter tel quel les textes du gouvernement sans même prendre le pouls des amendements de l'opposition. Alors une majorité alternative, c'est sain, Benoît Sorex? Bon, ça peut arriver de manière exceptionnelle, mais... c'est arrivé vendredi dernier. C'est arrivé vendredi dernier, et c'est vrai que là, nous nous en sommes tenus à l'accord de gouvernement. Nous ne souhaitons pas augmenter le nombre de mandataires dans les communes, que ce soit les conseillers communaux ou les échevins. Ça figurait noir sur blanc dans l'accord de gouvernement. Et mes deux partenaires, y compris les néerlandophones d'ailleurs, mais les deux partenaires francophones se sont alliés à Écolo pour faire passer ce point-là. Je dirais qu'aujourd'hui, pour moi, il y a un gros problème au sein du gouvernement, c'est celui des allocations familiales, très clairement, où ce dossier est bloqué au sein du gouvernement. Les Wallons ont décidé, les Flamands ont décidé, et à Bruxelles, ça bloque. Et là, on a vraiment deux visions totalement différentes. Je dirais une vision de gauche, avec Écolo, Défi et le PS, qui veulent une allocation de base peu élevée et puis des suppléments pour les allocataires sociaux. Et chez nous, partagé par le CDNV, soutenu aussi, je pense, par une partie du VLD et par la Ligue des familles d'ailleurs, parce qu'on dit toujours le CDH est isolé là-dessus. Non, la Ligue des familles nous soutient. C'est une allocation de base plus élevée, avec des suppléments d'âge, et aussi des suppléments sociaux pour... Oui, mais donc il y a une vraie différence. Il y a une vraie différence, et qui est une vision, parce que pour nous aussi, Bruxelles, c'est aussi la nécessité de maintenir et d'ancrer de la classe moyenne. La classe moyenne. C'est important, on a besoin de classe moyenne en région bruxelloise. Mais ça veut dire que sur ce modèle-là, on diverge. On diverge. Et donc ça veut dire qu'il y a encore une majorité ou qu'il n'y en a plus? Sur ce point-là... Ou bien on remet ça à 2020. Monsieur Deleu, sur ce point-là, ça bloque. Vous savez, au gouvernement fédéral, vous voyez souvent des points qui bloquent pendant des semaines, pendant des mois. À un moment donné, j'attends maintenant qu'on puisse, dans les prochaines semaines, faire un arbitrage et prendre des décisions en matière d'allocation familiale. Nicolas De Decker. On va peut-être un peu parler de Bastogne, mine de rien. Je me souviens à la fin de l'été, votre président Benoît Ludgett, dont on ne parle plus désormais de la puissance quand il s'agit de respecter des ultimatums, il l'a dit très clairement plusieurs fois, voilà, c'est fini, à Bruxelles c'est raté, la majorité alternative, le changement de gouvernement, et donc le gouvernement bruxellois continuera à travailler, mais
plutôt que et, mais il n'est pas question d'avoir des majorités alternatives. Oui. Vincent de Wolf a évoqué plusieurs moments difficiles dans le passé, dans le futur et dans le présent. Il a oublié de mentionner son petit coup sur le service minimum à la STIB, qui visait aussi à fracturer cette majorité. Est-ce que votre président de parti, si vous avez encore l'occasion de lui parler, parce qu'on sait qu'il est fort occupé pour le moment, est-ce qu'il s'est rappelé qu'il avait dit il y a quelques mois que si une majorité alternative au gouvernement bruxellois faisait passer une mesure à laquelle le CDH s'opposait, si ça se passait, le gouvernement tombait. Mais monsieur De Decker, je vais être très clair. Si demain, il y a une majorité alternative sur le volet des allocations familiales, pour nous, il n'y a plus de gouvernement à Bruxelles. Et sur la gouvernance, ça passe, c'est moins grave. Mais la gouvernance ne faisait pas partie de l'accord de gouvernement. Les allocations familiales faisaient partie de l'accord de gouvernement. Alors, je regrette qu'il y ait eu cette majorité alternative sur l'augmentation du nombre d'élus dans les conseils communaux. Je le regrette, mais vous conviendrez que ce dossier n'est pas de la même nature que l'enjeu des allocations familiales et de toutes les familles ici à Bruxelles. Emmanuel Debois. Oui, deux choses. La première, sur la limitation et le plafonnement du nombre d'élus, on a limité le nombre d'échevins. Et concernant les mandataires, on a dit qu'il faut traiter de manière égale les communes. Ça ne va pas que dans certaines communes, il y ait plus de mandataires. Mais l'idée n'est pas de justifier non, mais ici il faut quand même dire que ce n'est pas exact ce qui a été dit. Bon. Deuxième chose, et d'ailleurs, la majorité MR-CDH n'a absolument pas plafonné le nombre d'élus en région wallonne, où il y aura 150 mandataires de plus. Je trouve ça quand même assez hallucinant, alors qu'à Bruxelles, on le sait. Non, mais je voudrais quand même répondre. Je voudrais quand même, faites-le en Wallonie, on en reparlera. On le fera à Bruxelles. Mais on l'a fait à Bruxelles, on diminue le nombre d'échevins. Je parle de ce que je connais. 2. Les allocations familiales, très important. Le système wallon, défendu par mes amis du CDH, dit quoi? Ils veulent effectivement une allocation de base plus élevée, mais que pour les nouveau-nés de demain. Ça veut dire que 99% des enfants déjà nés, la première année, auront moins que les autres qui naissent à partir du 1er janvier. On ne dit pas assez, mais ça veut dire que pendant 25 ans, on va avoir un système où 99%, 98%, 97% des enfants nés auront moins que leurs frères et sœurs de la même fratrie. Nous avons toujours mis comme préalable chez Défi, et visiblement c'est partagé par un plus grand nombre de partis à Bruxelles, de dire, il faut une neutralité budgétaire. On était contre la régionalisation, on a 3 systèmes concurrents, soit, on était les seuls à l'avoir dit que ça allait poser d'énormes problèmes, notamment par rapport aux familles qui déménagent en famille recomposée. On veut une neutralité budgétaire, on veut une sécurité juridique, on veut que toutes les allocations soient payées à heure et à temps. Et 3, on veut une égalité entre enfants. Parce que le grand enjeu, qui a toujours été dit, et qui est le grand problème de l'ancien système, c'est de faire en sorte que le premier enfant soit moins subventionné que le second. Mais quelle solution? Et donc, c'est là que c'est important. C'est que en réalité, toutes les familles nombreuses. Ah non, c'est vous qui les pénalisez. 45 000 familles à Bruxelles. On a déjà eu ce débat sur les allocations familiales. Tout ce qui était intéressant ici, c'est de savoir quelle est la limite par rapport au gouvernement. Qu'est-ce que vous allez faire, Emmanuel Debois? Vous avez entendu Benoît Sorec, c'est une condition sine qua non. Je crois que le CDH doit revenir à la raison. Ne pas se faire imposer un système wallon qui est discriminatoire entre enfants, et le Conseil d'État le dit, il y a une rupture d'égalité. Ça ne va pas de dire que les enfants qui sont nés le 31 décembre vont recevoir 700 euros. En vous entendant, il n'y aura pas d'accord. Je crois que c'est simple. Le système wallon porte sur 150 euros d'allocation. Vous dites que c'est un mauvais système, et M. Sorek dit la même chose. Et je trouve que je vais vous donner une piste de sortie. À partir du moment où on a un système de 140 euros, valable pour tous les enfants, avec l'égalité de la fratrie. Il n'y a jamais que 5 à 10 euros de différence avec le système wallon. Je ne pense pas que ça pose un gros problème. On peut très bien revenir dans 2 ou dans 3 ans, si on a une nouvelle marge, pour augmenter de 5 euros. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas déjà valider notre système à 140 euros, voir ce que cela donne, et si effectivement il y a de nouvelles marges, augmenter progressivement dans le temps. Ce qu'on peut faire aussi, c'est garder l'ancien système, finalement. Parce que mais il est discriminatoire. Il est discriminatoire. Vanessa Lullier voulait intervenir. Mais c'est vrai qu'après, on a aussi toujours dit qu'il y avait une manière de pouvoir financer justement ce basculement intégral ou pas intégral, enfin de le faire d'un seul coup, via d'autres systèmes et via d'autres politiques, notamment celle de la lutte contre la pauvreté. Là-dessus, ça peut peut-être justement être une piste aussi d'entente entre vos deux partis. Si à un moment donné on fait des choix budgétaires que pour pouvoir le financer, nous n'avons pas de souci. Nous voulons faciliter la vie des familles et ne pas avoir des systèmes qui soient trop différents entre Bruxelles, la Wallonie et la Flandre. Donc un montant de base qui est de minimum pour nous 150 euros. Alors si on veut... Excusez-moi,
Qu'est-ce que vous attendez pour vous mettre à table, pour parler de ça? Je veux dire, on en parle depuis des mois, ces allocations. Ok, les problèmes sont... il y a des divergences, mais il y a aussi peut-être des possibilités de converger. Attendez que vous les invitiez, Jean. Voilà, pourquoi Mme Frémaux et M. Vervoort n'arrivent pas à en parler, et pourquoi ça n'arrive pas sur la table du gouvernement? Alors, ne croyez pas que ce dossier... Nous, on se mettrait d'accord. Moi, je pense qu'on se mettrait d'accord. Ne croyez pas que ce dossier... Il faut que tu retournes au gouvernement. n'a pas été abordé lors de très très nombreuses réunions, groupes de travail. Donc, en tout cas, pas assez, qu'ils l'ont laissé là en apesanteur, ça certainement pas. Mais je dois bien constater qu'aujourd'hui, il y en a qui ne veulent pas se bouger par rapport à leur modèle de base. Moi, je voulais souligner quelque chose d'assez amusant, c'est qu'effectivement, on a fédéralisé une matière qui, à mon avis, n'aurait jamais dû l'être. Ce pays est trop petit pour ça. Régionalisé, une matière qui n'aurait jamais dû l'être. Et à l'époque, j'avais écrit que ce qui allait se passer, c'est que comme les Flamands auraient voulu avoir les mêmes allocations en Flandre que pour les Flamands de Bruxelles, et probablement les Wallons pour les francophones de Bruxelles, on allait finalement ajuster tout à Bruxelles, et finalement on aurait la même allocation pour tout le monde, ce qui n'est pas le cas. Mais ce que je trouve amusant, c'est que j'avais pensé que c'était plutôt avec les Flamands, avec la communauté flamande, la région flamande, qu'on aurait un problème. Et visiblement, c'est plutôt la région wallonne qui pose problème. Alors justement, on va faire le lien avec le sujet suivant, parce que là, on s'est beaucoup posé cette semaine la question de est-ce qu'il y a moyen de redessiner Bruxelles, puisque le SPA l'a proposé, maintenant c'est Écolo qui l'a proposé, Écolo qui veut balancer à la fois le bicommunautaire et l'influence des 19 communes. Zakia Katabi est venu s'expliquer mercredi, c'était dans l'interview. J'ai voulu réaffirmer le fait que Bruxelles doit pouvoir décider pour elle-même, indépendamment des intérêts locaux et indépendamment des intérêts de la région wallonne ou de la région flamande. 30 ans après, la réalité n'est plus celle des années d'il y a 30 ans. Et donc ce que je dis juste, c'est faisons coller la réalité institutionnelle à la réalité quotidienne des Bruxellois. Si vous demandez aujourd'hui à des Bruxellois, qu'ils soient de Uccle, de Molenbeek ou de Schaerbeek, ce qu'ils comprennent à l'institutionnel bruxellois, c'est absolument rien du tout. Alors, est-ce qu'il y a une place pour l'utopie, Christophe Gédisti, dans ce débat? Il faut faire une place à l'utopie, notamment en politique, parce que l'utopie, c'est la vision, et la vision, c'est quelque chose qui est inspirant. Non seulement c'est inspirant, mais ça mobilise les foules, ça leur parle, et ça dit quelque chose. Quand la leader des colos dit il faut partir d'une page blanche, c'est la bonne méthode. Partir d'une page déjà écrite est la mauvaise méthode, puisqu'on est en train de faire des petites évolutions, et les petites évolutions, on s'aperçoit qu'on a un espèce de corps malade sur lequel on a mis des pansements partout, mais grosso modo on n'a pas soigné la maladie. Donc moi j'aime beaucoup l'idée, en politique en général, qu'on soit de droite, de gauche, du centre ou d'ailleurs, qu'on puisse partir à un moment donné, s'autoriser à avoir une vision, s'autoriser à avoir une utopie, s'autoriser à avoir un rêve, parce que ça, c'est vraiment mobilisateur. Et je pense que les électeurs s'intéressent beaucoup plus à ça qu'aux histoires de coalitions interpartisanes dont on parlait tout à l'heure et qui, franchement, saoulent tout le monde. Benoît Sorex, est-ce qu'il y a un problème de génération entre ces propositions? On redessine à partir de zéro, et ceux qui étaient là peut-être au moment de la création de la région bruxelloise en 89, qui disent c'est très compliqué, on n'y arrivera pas. C'est vrai que pour ceux qui étaient là, ça a été compliqué en 1989 de créer cette région bruxelloise. Ça, qui était une utopie au départ. Qui était une utopie au départ. Ça n'a pas été simple et c'est le fruit, en effet, d'une tuyauterie institutionnelle qui est quasiment incompréhensible aujourd'hui pour la population. Mais moi, je n'ai pas les mêmes rêves que Mme Katabi, vous me le permettrez, parce que je trouve que ce qu'elle propose, c'est un repli des Bruxellois sur eux-mêmes. Et c'est pas ce qu'on doit faire. Je crois que Bruxelles doit s'ouvrir. Bruxelles doit travailler avec les autres régions. Bruxelles doit travailler avec les autres communautés. Et c'est beaucoup plus ça qu'on doit développer. Moi, j'ai participé à la 6e réforme. Excusez-moi, mais rien de ce qu'elle dit n'empêche ça. On peut très bien avoir une région forte qui collabore justement avec les autres communautés, sans leur être soumise. Parce que ce qu'elle dit, c'est qu'il faut, implicitement en tout cas, régionaliser l'enseignement, régionaliser la culture, que c'est Bruxelles qui doit s'occuper de ces matières-là. Je ne partage pas ce point de vue. Je pense qu'au contraire, nous avons une même culture avec le monde francophone, avec nos amis wallons. Je ne veux pas envie d'avoir un enseignement qui soit un enseignement bruxellois et un enseignement wallon, des programmes, des diplômes différents. Vous savez, aujourd'hui, on peut étudier dans toute l'Europe. On fait des co-diplomations. C'est ça qu'on va devoir faire?
entre Bruxelles et la Wallonie. On va avoir une RTB bruxelloise, une RTB wallonne. Rien n'empêche que Bruxelles accueille Bruxelles accueille un enseignement flamand, un enseignement wallon. Mais nous faisons ça. Et d'avoir un enseignement, par exemple, en immersion, typiquement bruxellois. Mais on peut faire ça. Aujourd'hui, on peut faire ça. Oui, moi, dans ma commune, mais Monsieur Sel, moi, dans ma commune, j'ai des écoles francophones qui travaillent sur l'immersion, et ça a énormément de succès. Est-ce qu'on doit aujourd'hui se diviser entre francophones dans un monde qui est de plus en plus international, de plus en plus globalisé? Mais justement, elle ne dit pas que c'est entre francophones. Bruxelles n'est plus... Le problème, je crois, c'est une ville purement francophone. Bruxelles reste quand même à grande majorité francophone. C'est pas très bien ce qu'elle a dit. Je trouve que c'est assez remarquable, cette interview, à 2 points de vue sur les gigantesques contradictions qui se trouvent dedans. D'abord sur la forme, la logique formelle. Elle l'a même dit, répété dans votre extrait. Elle l'explique tout au long de son interview que les citoyens bruxellois en ont marre de la tambouille institutionnelle, que ça suffit les négociations, que c'est trop compliqué. Et donc qu'est-ce qu'elle propose? Une grande tambouille institutionnelle. Ça c'est le point de vue de la forme. Il y a un problème. C'est toujours ce qu'on dit. C'est toujours la dernière. C'est toujours la dernière. C'est une tambouille simplifiée. Et là, je viens justement au fond, à la contradiction sur le fond. Elle dit qu'il faut remettre toutes les choses à plat et partir d'une page blanche. C'est un vœu que l'on peut éventuellement partager, après tout, pourquoi pas. Mais elle le dit, et on va le faire sans réformer la Constitution, sans adopter de nouvelles lois spéciales, sans s'attendre avec les uns et les autres. Sur le fond, c'est une absurdité sans nom également. Et moi, je me pose la question, peut-être par rapport à un sujet suivant, c'est sur la qualité de notre enseignement, pour qu'une présidente de parti, aujourd'hui en Belgique, en 2018, soit à ce point ignorante des réalités institutionnelles de la base du droit constitutionnel en Belgique, c'est vraiment à se dire si on ne devrait pas encore prolonger le tronc commun jusqu'à... Je vois le constitutionnaliste qui s'approche. Emmanuel Debock, je voudrais avoir la réaction d'Emmanuel Debock. C'est vrai qu'il y a un problème de cohérence. Moi, je pense que Zek Academy, elle pose de bonnes questions, et c'est notamment sans doute motivé par le fait que sur le décumul, il y a une minorité néerlandophone qui souhaite imposer en fait la continuité du cumul, alors qu'une majorité finalement assez substantielle de partis francophones souhaite passer par un système de décumul, et donc effectivement, elle est alimentée par ça, et elle le dit aussi, il faut arrêter d'être finalement prisonnier soit de la région, soit des 19 communes. Sur le constat, elle n'a pas tort, sauf que, alors il faut de la cohérence. Il fallait par exemple pas régionaliser les allocations familiales. Écolo a participé au grand round pour négocier cela. Ouais. Lorsqu'on a augmenté le nombre d'élus politiques, notamment pour augmenter la représentation néerlandophone, Écolo a participé à tous ces caucus. Et un dernier exemple, par exemple, sur Watermal-Boisfort, Oderghem, où il y a eu une proposition à un moment donné de travailler sur base volontaire, on n'impose rien à personne. Les petites communes, tiens, en fait, pourquoi est-ce qu'elles n'essaieraient pas de se mettre ensemble? Mais Christophe Magdalens de Défi a proposé à son collègue, M. Deleuze, de travailler sur l'alliance entre Watermal-Boisfort et Oderghem pour donner plus de services à l'ensemble des deux communes. Et là, il y a eu une fin de non-recevoir. À partir du moment où on ne sait déjà pas faire sur base volontaire un certain nombre de choses de cet acabit-là, à ce moment-là, il ne faut pas venir demander de tout révolutionner, c'est impossible. On va terminer par ce très bon mot-là, de ce catabila, et on va passer aux têtes d'affiche. Je vous propose donc une pause visuelle où je vous présente à chacun 4 visages de personnalités qui ont fait la semaine. À vous de déterminer celui qui vous inspire, en bien ou en mal. Et on va commencer par vous, Emmanuel Debock. Je vais vous proposer de choisir entre Angéline Forplua, Miss Belgique anversoise d'origine philippine qui a essuyé de nombreux messages racistes, le cousin éloigné de Johnny, Frédéric de Marteau, mis à la une de Soir Mag, Benjamin Maréchal, l'animateur le plus décrié qui a pris du recul, sorti de l'antenne pour mauvais goût, et enfin la chanteuse et Cranberries décédée, Dolores O'Riordan. Alors, Miss Belgique, Frédéric de Marteau, Benjamin Maréchal ou Dolores O'Riordan, qui choisissez-vous? Alors, sans hésitation, Miss Belgique. C'est à cause du peignoir du cousin de Johnny. J'ai vraiment pas du tout accepté les remarques racistes. Et ça montre, je ne comprends pas comment est-ce qu'encore de nos jours, il y ait des gens qui puissent s'acharner sur les réseaux sociaux. Et cet aspect vraiment délirant, mais ça montre qu'il faut lutter tous les jours dans nos politiques, à commencer par l'emploi, parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit, contre ce racisme qui est un fléau. Et donc moi je crois beaucoup en fait à la mixité sociale, aux rencontres, et Bruxelles est un terreau de rencontres entre personnes qui viennent de partout dans le monde, et bienvenue à toutes ces histoires différentes, et je pense que Miss Belgique peut incarner cela.
et on veut bien accepter qu'elle vienne s'installer à Bruxelles, par exemple. À Hugues en particulier. Voilà. Ou à Woluwe-Saint-Pierre. Alors pour vous, Benoît Sorex, je vous propose une autre jeune fille, Opaline Meunier, toile montante du CDH, qui préfère la liste MR à son propre parti, Léopold II, dont le buste est enlevé puis retrouvé au parc du Den, Carles Puigdemont, toujours réfugié à Bruxelles et qui invente le télétravail, ou Françoise Dorin, la dramaturge française décédée cette semaine. Que des visionnaires. Alors, Opaline Meunier, Léopold II, Carles Puigdemont ou Françoise Dorin. Ça, je ne sais pas. Moi, je vais prendre Opaline Meunier. Oui. Non. Opaline Meunier. Non. Et pour dire quoi? Mais parce que je pense qu'elle a fait un choix courageux et qu'à 24 ans, et je l'ai encore entendu s'exprimer sur les antennes de la RTB cette semaine, je trouvais que, enfin, j'ai bien compris le sens de sa démarche, de vouloir faire évoluer les choses, de vouloir changer les choses. Je crois qu'il y a sans doute le besoin d'une nouvelle génération à Mons. Et bon, elle aurait peut-être dû le faire en se concertant un peu mieux avec les autorités du parti là-bas sur place. Ça, c'est sans doute son manque d'expérience. Non, mais son manque d'expérience politique. Mais je crois que c'est plein d'idéal et de convictions qu'elle a fait cette démarche. Il ne faut pas l'exclure alors. Ben non. Ben non, pourquoi est-ce qu'il faut l'exclure? Comment vous prendriez une attitude pareille dans votre commune? Prise au hasard. Hein. Mais ça n'existera pas, monsieur le député. Alors, dans la liste de ces personnalités, on aurait pu rajouter Luc Béer, on aurait pu rajouter Eddy Merckx aussi, dont on a beaucoup parlé cette semaine. Je vous propose de parler de mobilité et de problèmes de signalisation, défaillante dans le bois au moment de la tempête, la signalisation, défaillante quand on relance les travaux de la place du Miroir, et évidemment défaillante au moment où démarrent les travaux à Reyers. Reportage Jean-Christophe Peuzès et Yannick Van Gensbeek. La sortie de l'E40 vers le carrefour Diamant fermé. Un vaste périmètre en surface inaccessible et une circulation complètement réorganisée. Voilà qui ne facilite pas la vie des automobilistes. Par rapport à ce que j'ai l'habitude de passer, oui, ça roule moins bien. Donc là, on est un petit peu bloqué. Surtout quand on est un peu pressé, on ne s'attend pas à ça. Cette fermeture en surface doit permettre la démolition de la toiture des tunnels. Mais les plus embêtés ce matin, ce sont les piétons. Certains se retrouvent face à des ouvriers en plein travail. Ça fait un peu peur, mais ça va. C'est dangereux, ouais. Et en plus, ils font pas très attention, donc c'est pas évident. Mais bon, on s'adapte. Et d'autres sont complètement perdus et ne savent pas comment traverser le carrefour. Ça c'est difficile, hein. Tout s'est barré. On dirait un piège. Je cherchais la sortie, effectivement, pour aller par là. Donc, ça m'a l'air un peu compliqué, mais ça ira. Mais je trouve que c'est très mal indiqué. C'est ça, surtout. Hein, on envoie les piétons donc par un contournement. Et puis, de bonne foi, vous suivez tout ça. Et quand vous arrivez, voilà, ici, moi je voudrais aller là. Je sais pas, c'est barré. Une circulation piétonne qui devrait toutefois s'améliorer dans les jours qui viennent. Il y a une passerelle cyclopiétonne qui doit être installée, on n'a pas encore pu le faire vu qu'on devait attendre que la circulation soit coupée, et une passerelle cyclopiétonne qui doit être installée entre la sortie Diamant et la rue Colonel-Bourg, donc qui permettra un passage beaucoup plus sécurisé, et puis on va encore améliorer la signalisation. Un chantier qui ne fait que commencer. Le 26 janvier, le premier tunnel sera fermé, celui qui relie le 40 à la place Mézère. Vanessa Lullier, alors ces problèmes de signalisation, on en a beaucoup parlé cette semaine. Mais oui, et c'est quand même... Bon, alors on sait très bien, l'être humain n'aime pas le changement, donc on lui perturbe un petit peu son parcours, il faut prendre le feu à droite au lieu de prendre le feu à gauche, enfin voilà, ça devient compliqué. Mais ce qui est quand même fou, c'est qu'aujourd'hui, Bruxelles Mobilité essaye au maximum de communiquer avec des moyens modernes. On nous parle tout le temps de Smart City, de parking, de nous dire où est-ce qu'on peut aller, de Waze qui crée des bouchons ailleurs, etc. Et finalement, aujourd'hui, on n'arrive pas à employer ces moyens de communication plus modernes. On se retrouve toujours avec une signalisation au niveau des tunnels, par exemple, où on nous met un nom de tunnel sans nous dire qu'après, le bois de la Cambre est fermé, ou sans dire par où passer.
Et on nous répond, ah bah oui, mais non, là on ne passe pas, enfin quand on est au tunnel Stéphanie, on peut aller ailleurs, donc il n'y a pas besoin de le marquer là. Et puis on préfère mettre nos agents à Reyers par exemple en ce moment, et donc du coup on délaisse vraiment les autres quartiers. C'est très bizarre de ne pas pouvoir utiliser ces nouvelles technologies qui sont aujourd'hui à notre disposition de manière plus efficace. Ça, et même en général, la signalisation, dès qu'il y a des travaux, c'est à peu près n'importe quoi. Et je prends juste un bête exemple. Je passais justement à côté du bois de la Cambre. Je ne savais pas s'il était encore ouvert ou pas. À la radio, je n'avais pas l'information directement. Et je venais de la place Saint-Jacques, que vous connaissez bien, Emmanuel Deboc. Et à aucun endroit, nulle part, on me prévient, on me dit, voilà, il est fermé, parce que j'aurais pas pris la chaussée de Waterloo si j'avais su qu'il était encore fermé. Et arrivé au bois de la Cambre, il y avait un panneau qui disait à partir de quelle heure il était fermé, mais il ne disait pas quand il était rouvert. Donc toutes les voitures voulaient rentrer dans le bois et revenaient, enfin c'était quasiment... Emmanuel Deboc, vous êtes plein, hein, ça, on vous a entendu... Oui, parce que j'en ai un peu assez, vitupéré. effectivement. Je trouve que d'abord, c'est pas une question d'argent puisque les panneaux existent. Mais c'est avant tout une défaillance de l'administration. Quand on met sur les panneaux des tunnels fil et qu'on ne pense pas à mettre où est la file et qu'il faut l'éviter et finalement on vous prend en otage en disant bienvenue dans la file, je suis désolé mais on se fiche un petit peu de l'automobiliste, on se fiche des piétons, on se fiche de ceux et celles qui prennent les transports en public qui ont été aussi du coup bloqués. Alors c'est une défaillance parce que c'est un manque d'anticipation. C'est un manque de communication, parce que pour les communes aussi, les communes partenaires qui sont autour, elles pourraient faire mieux, et elles ont des panneaux. Mais par contre, dans ma commune, et je fais mon autocritique, je suis dans la majorité aussi, la moitié des panneaux sont en panne, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Et donc c'est pour dire que, à l'heure où effectivement on se veut plus moderne, en fait on peut changer les choses par deux coups de cuillère à peau, si je puis dire. J'ai vu le bourgmestre de Philippe... J'ai vu le bourgmestre Philippe Claus, pas plus tard que hier, qui m'a dit « Mais tu as raison ». Dès le lendemain, il a mis des remorques avec des informations sur les axes principaux de sa commune pour avertir que le bois de la Cambre était fermé. Et au moment, d'une de ces remorques, et donc, justement. Voilà l'effet papillon. Quand justement on prend la peine de réfléchir aux problèmes qui se posent, et le bois de la Cambre est fermé, c'est normal en cas de tempête, mais qu'on ne met pas de policiers à l'entrée pour fluidifier la circulation, et que c'est le chaos, et que tout le monde veut prendre finalement son avantage dans le carrefour. Il faut des policiers. Il faut des policiers quand il y a un problème qui se pose, que ce soit lors d'une fermeture d'un tunnel, lors d'un accident ou la fermeture du bois. À Reyers, ils y sont et c'est pas pour ça que c'est très fluide. Benoît Sorex. Alors, vous, les Saint-Pierre, est-ce que ça va mieux quand il y a des travaux? On essaye en tout cas de bien flécher. On a eu un grand chantier de la place du Mont. D'abord, on a tenu les délais, ce qui est quand même pas mal par rapport à d'autres chantiers ici à Bruxelles. Et on a essayé de bien aménager la circulation des piétons et l'accès au commerce pendant tout ce grand chantier. Mais aujourd'hui, enfin, dans ces dossiers-là, on est vraiment en train de rajouter du chaos au chaos. Hein. On sait comment aujourd'hui sont gérés un certain nombre de chantiers ici à Bruxelles, l'absence de coordination dans tous ces chantiers. Et puis, dès qu'il y a un événement un peu particulier, on ne parvient pas à l'annoncer et à bien communiquer avec les citoyens. Or, c'est pas si compliqué que ça. Monsieur Deboc a raison. Je veux dire, on est à l'ère des nouvelles technologies. Mais vous devriez faire une commission, peut-être. Mais non, j'ai pas besoin de commission. J'ai pas besoin de technologie. Pourquoi panneaux, c'est pas de la nouvelle technologie. Non, mais on pourrait réfléchir à des nouvelles technologies qui permettraient d'informer le citoyen au direct. Ce sont des choses qui existent. Vous savez, aujourd'hui, au niveau de la police, il existe maintenant un système bi-alerte. Si demain il y a un attentat quelque part, nous sommes en capacité d'avertir tous nos citoyens dans une zone de ce qui se passe. Donc les nouvelles technologies permettent d'avoir ce contact avec les citoyens. 2, il y a en effet tous les panneaux d'information. Et 3, moi je pense qu'il faut restaurer une brigade de police qui, lorsqu'il y a des événements, fermeture de parcs, manifestations, sommets européens, puisse être là, présent sur le terrain, pour fluidifier le trafic, et ça, on ne voit plus jamais aujourd'hui. Christophe Génistier, pour un petit mot de conclusion. Oui, juste un petit mot de conclusion. Vanessa avait tout à fait raison. Là, on a des technologies formidables. Tout le monde a un téléphone portable, tout le monde a un GPS pratiquement dans la voiture, etc. Tout le monde. On a pratiquement la possibilité d'informer en temps réel, de manière totalement abordable d'un point de vue financier, les administrés, les gens qui sont confrontés à ça. Donc pourquoi on ne le fait pas? Il y a des systèmes qui existent. C'est un vrai sujet de communication, c'est pas un problème. Parce qu'il faut toujours un humain derrière. Parce que quand on a fermé le bois lundi passé à midi,
Moi, j'ai envoyé un message au chef de cabinet du ministre, j'ai envoyé un message à M. Gailly. Le soir, rien n'avait été fait. C'est seulement le lendemain, en l'occurrence, que ça a été pris en compte. Et quand l'échevin, par exemple, UCLOA me dit « Mais nous, on a averti la fermeture des parcs », mais c'était à 13h, et ils n'ont pas mis l'information sous le bois de la Cambre. Vous voyez, donc... L'information, elle doit toujours être coordonnée par un humain derrière. Et donc, il faut anticiper. C'est important d'anticiper. Il faut des managers. Il faut des vrais managers. Tout seul, quand Google nous donnera les plans directement avec tout ce qui est bloqué, on prendra toujours la route idéale et on doit recevoir plusieurs informations différentes venant d'UCLE, de la ville de Bruxelles, de Bruxelles Environnement, pour savoir que les parcs seront fermés. Donc, il y a quand même malgré tout peut-être des problèmes d'organisation et de coordination à régler. Si on écoutait Zakia Katabik, on partait d'une page blanche pour transformer cette région en piétonnier géant de 19 communes. On n'aurait plus tous ces problèmes, les amis. Bon, la prochaine fois que Zakia Katabik vient, je vous promets, vous serez là. Enfin, cette problématique dont on a parlé dans toutes les familles pendant toute la semaine, c'est les futures grilles horaires des écoles, en primaire, en secondaire. Et c'est ce week-end d'ailleurs qu'on y réfléchit sur base de scénarios établis par le cabinet Schins. Exemple dans le secondaire avec les explications de Laurent Diver, c'était dans notre magazine M. On a un premier scénario qui est basé sur des périodes de cours de 90 minutes, en gros 4 périodes de 90 minutes par jour. Et donc ça veut dire des classes beaucoup plus, des écoles avec une ambiance plus apaisée, avec moins de flux d'élèves, les élèves qui n'ont que 4 cours par jour, le cartable allégé, etc. Donc plein d'avantages, quelques inconvénients liés à des prestations légèrement différentes pour les enseignants qui pour l'instant prestent des périodes de 50 minutes et donc il y a des ajustements horaires à faire. Le deuxième scénario est un scénario qui ressemble beaucoup plus à celui que nous avons actuellement. Ce sont des périodes de 50 minutes, mais là, il faut faire des arbitrages sur les matières elles-mêmes. On ne saura pas tout mettre, sinon on doit monter à des grilles de 36, 38 heures, alors qu'on ne veut pas dépasser les 32. Le troisième scénario est plus original. Il est basé sur une alternance de cycles de 6 semaines tout à fait normale, dans une optique du scénario 1 ou du scénario 2, et une 7e semaine qui serait concentrée et qui permettrait de faire de façon approfondie des nouvelles matières dans le pacte, à savoir par exemple le parcours artistique, qui pour l'instant est un peu le parent pauvre en première, puisqu'il n'y a qu'1 heure par semaine. Là-bas, on pourra avoir des journées complètes de parcours artistique. Et idem pour le polytechnique, le sportif, etc. On a plusieurs pistes à ce sujet. Alors Marcel Sel, c'est intéressant d'avoir comme ça des pistes où on peut discuter. Est-ce qu'on fera des 50 minutes? C'est formidable, on va discuter, on est un peu dans le flou encore. Oui. Donc il n'y a pas... Sur le projet lui-même, le tronc commun, pas de tronc commun, etc., je ne vais pas me prononcer, mais je note 2 choses à propos de ces horaires. Une chose encourageante, c'est qu'on commence les langues plus tôt. Les langues modernes. Bon, moi, le latin, franchement, je trouve que ça n'a en soi aucun intérêt. La grammaire, en tout cas, le vocabulaire, on peut l'apprendre avec le français. Ouais. Mais donc ça, c'est une bonne chose. Sauf que la plupart des pays où on commence très tôt les langues ont des résultats PISA qui sont plutôt inférieurs. Mais quitte à faire ça, c'est très important. Par contre, je suis ulcéré par la disparition du mot cours d'histoire. Je suis ulcéré parce que le cours d'histoire, c'est la base de la connaissance, c'est la base de notre culture, c'est la base de la compréhension de ce que nous sommes. Non, mais on supprime le nom du cours d'histoire. Ouais. Et pour moi, le cours d'histoire... Non, mais Marcus Garvey, un militant noir jamaïcain, a dit « Un peuple sans connaissance de son histoire passée, son origine et sa culture est comme un arbre sans racines. » Et je suis à 100% d'accord avec ça. L'histoire, ça doit rester quelque chose de sacré. Et quand, voilà, pour moi, c'est ça. L'histoire, ça doit rester sacré. Tu demandais à Benoît Sorec si le CDH veut tuer l'histoire à l'école. Pas dit. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire et à la citation que vous avez relevée. Ce qu'on peut dire en l'espèce, c'est que c'est pas ici le politique qui décide. D'ailleurs, il y a plusieurs scénarios qui sont sur la table. Hein? Non, il y a plus. À un moment donné, il fera décider. À un moment donné, il devrait décider. Mais aujourd'hui, ça a été depuis des mois et des mois une procédure de concertation de l'ensemble des acteurs. Et ce sont les acteurs qui mettent ça aujourd'hui sur la table. Ce n'est pas les 3 scénarios du cabinet de Mme Schins. Non, c'est le fruit de cette concertation.
et avec des éléments positifs et avec des éléments sur lesquels, en effet, on peut se poser un certain nombre. Visiblement, les profs d'histoire, ce sont des acteurs aussi. Ils ont l'air assez inquiets. Ah ben oui, mais j'ai entendu aussi les profs de latin qui étaient inquiets. Vous savez, il y a toujours un prof inquiet quelque part. Et les profs de religion étaient il y a quelques mois inquiets. Vous savez, toute réforme, quelqu'un a dit tout à l'heure, les gens ont peur du changement. Toute réforme pose à un moment donné un certain nombre de questions et suscite des inquiétudes. Mais je trouve qu'il faut quand même saluer aujourd'hui la démarche de ceux qui connaissent sans doute beaucoup mieux que vous et moi cette problématique de l'enseignement et qui aujourd'hui mettent un certain nombre de scénarios sur la table. Et puis le politique prendra ses responsabilités, ce sera le gouvernement de la fédération. Nicolas Dedecker. On est dans un moment, je ne sais pas comment ça va se passer à la fin, mais on est dans un moment où on est en train de payer les défauts de la stratégie d'origine, qui est une stratégie effectivement de grande concertation. Ce qui fait qu'il n'y a pas une ligne. D'habitude, une réforme, c'est quoi? C'est un ministre, une alternance, quelqu'un qui arrive et qui dit « je veux faire ça pour le domaine qui est le mien ». Ici, c'est le contraire. Et on lui reproche alors de ne pas concerter. On a dit, c'est ça, on a dit on va discuter avec tout le monde et puis on verra à la fin. Et pour l'instant, puisqu'on ne voit toujours pas la fin, puisque personne n'a au fond encore pas décidé, mais on entend qui? On entend une espèce de fédération des opposants. On entend ceux qui veulent plus de cours de religion, ceux qui en veulent moins. On entend ceux qui trouvent que les horaires sont trop allégés, ceux qui trouvent que les horaires sont trop longs, ceux qui trouvent qu'il n'y a plus assez de latin, ceux qui trouvent qu'il n'y a plus assez d'histoire, ceux comme moi qui trouvent qu'il n'y a plus assez de cours de droit constitutionnel pour Zakia Khattabi. Pour moi, l'histoire est beaucoup plus importante que tous les autres. Le problème, c'est que tout le monde dit la même chose. Chacun en fonction de ses intérêts. Il y a un nombre d'heures limitées. Effectivement limité. Même si on rabote le nombre. Tant que la ministre, donc le politique en général, n'aura pas décidé, on ne pourra pas définitivement décider sur quoi on doit se bagarrer. Et c'est un peu la petite frustration que j'ai. Alors Emmanuel Debock, vous, quelle est votre position Et moi, je suis très content qu'on ait pour la première fois un vrai débat effectivement sur les opportunités que représentent les différents scénarios. Et c'est vrai que dans chacun des scénarios, il y a des enjeux. Il y en a sans doute certains qui sont peut-être plus profitables que d'autres. La première chose, c'est l'allongement du tronc commun. Nous étions plutôt favorables à l'allongement du tronc commun jusqu'à 15 ans. C'est important pour nous parce qu'il faut offrir un savoir de base pour tous qui donne de véritables chances. On est d'accord là-dessus. À condition d'offrir aussi la polytechnie. Et je salue ici le travail que notre échevine de l'enseignement, Joëlle Maison, fait au niveau communal dans notre enseignement, où elle a par exemple créé une école communale à rayonnement musical, où elle a fait une école communale avec l'apprentissage des langues, et c'est une école communale qui est par ailleurs située dans un des quartiers les plus défavorisés, parce que pour nous c'était important d'enseigner les langues plus tôt. On a fait aussi de la polytechnie et l'apprentissage, comment dire, la technique, l'apprentissage des maths ou des français avec le lien sur des compétences plutôt manuelles, on le fait aussi dans les écoles communales d'UCLE. Mais tout ça, on le fait sur fonds propres. Et je suis assez content que finalement le travail que l'on a poussé, et d'ailleurs on vient aujourd'hui visiter les écoles communales ucloises pour montrer que oui, la polytechnique c'est possible, et c'est possible dans les petites classes, ça permet d'avoir un enseignement en fait qui est beaucoup plus ouvert et qui permet aux enfants de savoir à quoi cela sert de faire des maths. On peut faire de l'art, on peut faire de la technique à travers le cours de maths. On peut aussi faire de l'art et de la technique à travers le cours de français. Et donc pour nous, la dimension polytechnique, elle doit vraiment, la dimension artistique, le lien avec les académies, ça doit faire partie du cursus global offert à l'ensemble des élèves. C'est très important. Et maintenant, on va laisser une place à la culture avec nos coups de cœur. On va commencer tout de suite par l'histoire, puisqu'on en parlait, Nicolas Dedecker. Voilà, c'est ce que je disais. C'est une lecture de salubrité publique, pour employer la terminologie d'une présidente de parti bien connue. C'est un grand classique flamand, qui est l'histoire politique de la Belgique, qui est écrit principalement par Else Witt, qui est historienne et ancienne rectrice de la VUB. Il y avait eu une première traduction, et donc c'est actualisé, je pense, tous les ans, tous les 2 ans, en version flamande. Il y avait eu une traduction française dans les années 80 et elle vient de sortir une nouvelle traduction française de la toute dernière version flamande. C'est vraiment une lecture que je conseille et que j'impose presque à tout le monde parce que quand on lit les journaux, qu'on entend les gens parler, y compris parfois des acteurs politiques, on est parfois ébaubis de la façon dont ils méprisent ou méconnaissent les grands moments et les grands
vecteur de l'histoire politique de notre pays, si joli et si compliqué. Alors vous, Marcel, vous vouliez parler aussi d'un autre homme qui fait l'histoire. Et je suis esbaudi, moi, en ce qui me concerne. C'est Carles Puigdemont. C'est Carlos Puigdemont, et en fait, bon, moi je suis pas très indépendance catalane, mais je trouve que, en fait, Bruxelles devrait être très fier d'héberger Carles Puigdemont, puisqu'il est venu, parce qu'on héberge notamment la Commission européenne et le Parlement européen. Et donc, quelque part, ça nous fait quand même honneur, même si on n'est pas tout à fait, qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'il fait, d'avoir un gouvernement catalan en exil. Et quelque part, vu le temps qu'il fait, se dire qu'on est la capitale, la remote capitale de la Catalogne, ça nous met un peu de soleil au cœur. Et une partie boost, dit-on en latin, Marcel. Ça remplit les hôtels aussi. Alors, Vanessa Lullier, vous voulez remplir des salles, vous Oui. Les salles pour Félix Radou. Mais qui est ce Félix Radou ? Alors Félix Radou, c'est justement un humoriste qui est namurois d'origine, mais qui se produit ce soir, ce samedi, au Fou Rire à Anderlecht, un petit café-théâtre bien sympathique. Et c'est grosso modo, on va dire, la réincarnation de Raymond DeVos, en fait. Il manie la plume comme personne, il est tout jeune. Et donc voilà, si après la lecture et peut-être un peu de télétravail, vous avez envie de vous détendre, je pense que c'est une bonne occasion. Alors une autre idée pour se détendre, mais c'est pour le week-end prochain, c'est Art Truc Troc, Christophe Ginisti. Oui, alors il y a quelque chose qui m'a amusé. Ce festival, qui est dans sa 14e édition, fonctionne sur un principe qui est assez simple, c'est que à côté des œuvres, les visiteurs déposent un post-it et proposent quelque chose en échange de l'œuvre en question. Et les plus créatifs auront éventuellement la chance de repartir avec l'œuvre en question. Ce qui m'a amusé, c'est que cette édition qui va se dérouler le week-end prochain est dédiée au body painting et au tatouage. Et donc je me demande si les gens pourront déposer des post-it à côté des tatoués et des body paintés et pourront éventuellement pas partir avec à la maison. Moi, je propose qu'on dessine Bruxelles sur un corps, peut-être, ça pourrait être une idée. Moi, mon coup de cœur, c'est le livre de ce grand spécialiste des États-Unis, Thomas Negaroff, qui s'est amusé à comparer les États-Unis d'aujourd'hui à la saga Star Wars, le côté obscur de l'Amérique, chez Armand Collin. Il y a cette certitude qui vient des pères fondateurs aux États-Unis. Les États-Unis sont une nation exceptionnelle. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans Star Wars également. C'est très amusant. Et pour ceux qui aiment Star Wars, c'est très intéressant également. Messieurs, peut-être juste en un mot, quelque chose à faire ce week-end. Benoît Sorex à Woluwe-Saint-Pierre. Alors, allez voir la pièce Les Meilleurs Alliés à la Comédie Claude Voltaire. C'est une pièce magnifique. C'est sold out. De Gaulle, non, c'est ce qu'ils ont dit, c'est sold out, mais de Gaulle Churchill, magnifique. Oui. Ah ben, puisqu'on parle de Churchill, moi j'irai au cinéma ce week-end et j'invite tout voir le les monde heures sombres. Voir effectivement. Voilà. Non, c'est important par rapport à ce qui s'est passé et quand on voit dans le monde dans lequel on vit. Je crois que c'est utile d'aller revoir parfois ce qui s'est passé dans le passé et le rôle de certains hommes politiques qui font qu'on est aujourd'hui dans une Europe libre. Voilà, on a des fans de Churchill. Merci à tous, invités, chroniqueurs. On se retrouve samedi prochain, bien sûr, pour d'autres experts.